Plus aucun politique, quel que soit le parti, de gauche ou de droite, ne peut se permettre d'ignorer la question écologique. Et c'est là où, à nouveau, l'échelle du territoire me paraît fondamentale, parce que c'est là qu'on va pouvoir donner à voir. Si l'écologie est la priorité, la lutte contre les émissions de CO2, la préservation de la ressource naturelle, la protection de la ressource en eau, comment faire de l'économie? Comment faire de l'aménagement? Comment faire des mobilités? Comment imaginer également l'évolution de nos organisations territoriales? Et puis aussi, surtout, comment imaginer l'évolution de notre système fiscal, qui repose essentiellement sur le développement et sur la consommation foncière. On a souhaité poser cette question sur un territoire rural, la communauté de communes du Bugey Sud. Les effets du réchauffement climatique sont visibles de plus en plus sur notre territoire. Pour cela, on a été accompagné de 4 chercheurs, 2 géographes, 2 économistes. Nous n'avons pas de vérité, nous n'avons pas écrit le film. Ces ateliers nous ont permis de nous interroger sur où on en était de ces politiques écologiques au niveau intercommunal. On se retrouve avec des agriculteurs qui nous disent comment vous aider dans nos transitions. La ruralité, pour vous, n'est pas une excuse au fait de changer de modèle. Je trouve ça extrêmement fort. Quand on a fait l'inventaire, effectivement, tout le monde est le beau, tout le monde est le gentil, c'est le monde des bisounours. Mais dans la réalité, effectivement, on n'est pas prêt à changer du jour au lendemain. Globalement, on a un territoire magnifique, parce que très vert. On a un petit peu aussi le poumon vert de nos territoires voisins. On considère qu'on est dans un environnement plutôt privilégié. On voit quand même des signaux qu'il faut qu'on s'inquiète de ça et de ne pas considérer toutes ces choses comme des acquis. C'est quand même une terre d'eau. Il y a des rivières, il y a des lacs, il y a des cascades, mais il y a eu des tensions. La forêt, on a quand même des risques par rapport au réchauffement climatique. Toutes nos politiques publiques, et c'est la commande de nos élus, doivent passer par le tamis environnemental et développement durable. Et on essaye de faire ça à travers des outils, des moyens, notamment le PCAET, le plan climat-air-énergie du territoire, qui a fixé 4 priorités, celle des énergies renouvelables, celle de l'habitat, celle de la mobilité et celle des ressources et de la biodiversité. Ce qu'on a constaté, c'est cette évolution effectivement assez paradoxale entre une prise de conscience accélérée et un élargissement des préoccupations environnementales, beaucoup le climat, mais aussi la perte de biodiversité et la question des ressources, et en même temps un raidissement très fort des positions. La prise de conscience citoyenne et politique, il n'y a plus de discussion. Je le vois budgétairement. C'est un territoire qui fait preuve d'ingéniosité et de créativité, alors même que on n'a pas des moyens démesurés. On dégrade moins qu'on ne dégradait à un moment donné, mais on continue à dégrader et surtout, on continue à utiliser davantage de ressources que la planète est en capacité de régénérer. Donc on n'est pas au rendez-vous des questions qu'on pose. Le fonds vert, il est là aujourd'hui, sauf que nos projets, ils n'ont pas tous la même temporalité que celle des services de l'État. Alors que le temps, on n'en a plus, puisqu'on a des contraintes maintenant nationales qui nous donnent des timings très très resserrés pour diminuer. On est dans un pays qui est peu dense, mais dans lequel il y a du monde de partout. Au nom de l'égalité territoriale, on a commencé à éclater les fonctions et éclater les équipements et les services. Et en fait, on a déstabilisé les centralités. Cette promesse historique de la décentralisation, d'un droit au développement de tous les territoires au nom de l'égalité territoriale, ça n'est plus tenable. Pour chaque maison individuelle, c'est 1600 m² de terrain qui sont artificialisés. On a créé un village d'entreprises. Ils nous disent « oui, mais moi j'ai besoin de surface ». Comment se déplacer dans un secteur rural, c'est vraiment la priorité numéro 1. Sortir de la voiture individuelle, pour nous, c'est un vrai défi. On est très sollicité par les usagers pour savoir comment on va aménager toutes ces mobilités. Non seulement on n'est pas d'accord sur les solutions, mais en plus, on a une prise de conscience variable suivant les types d'enjeux. Plus les dommages sont directs et visibles, mieux ils sont pris en compte. Il faut forcément basculer dans cette logique de conditionnement du développement au respect des limites environnementales du territoire. La vraie question à se poser, c'est quel type de croissance est-ce que nous voulons?
Parce que ma conviction, c'est aussi que les territoires qui auront le plus, le mieux, les premiers à intégrer cette question écologique dans leur logique économique, seront aussi des territoires qui seront gagnants. L'absence de perspective et de compréhension du milieu fait que chacun est en situation de revendiquer son usage des ressources pour son propre compte. Au fur et à mesure que nous sommes face à des réactions de l'environnement et à une raréfaction des ressources, ça nous oblige de plus en plus à raisonner milieu, c'est-à-dire système d'interaction complexe. On a la chance d'avoir de très belles entreprises qui nous permettent d'avoir de la fiscalité d'entreprise importante sur ce territoire, qui nous permet d'avoir des marges de manœuvre. Notre système fiscal et les transferts qu'on reçoit de l'État sont indexés sur une vision complètement quantitative du développement, c'est-à-dire une logique de croissance. Plus on consomme de foncier et plus on perçoit de recettes. Donc il y a peut-être un modèle à changer et à faire remonter au niveau de nos parlementaires. On est au bout du modèle. On est au bout du modèle. L'Interco, elle est mal à l'aise avec la question environnementale. Parce qu'au départ, l'Interco, c'est fait pour faire du développement. On sent que les mentalités commencent quand même à évoluer au niveau des élus en termes de réduction de la consommation foncière, puisque auparavant, c'était plutôt vécu comme un vrai frein. Si l'écologie est la matrice de nos politiques communautaires, c'est qu'on a de nouvelles sources de financement qui sont générées par l'économie de la transformation. Ce serait très intéressant de savoir quelle est l'organisation territoriale qui va nous permettre de faire la révolution écologique quand même. D'abord, le levier, il ne faut quand même pas se cacher, c'est la loi, la réglementation, enfin, c'est tout ce qui est imposé quand même. On a une multitude de PLU, de RNU, de cartes communales. Et c'est comment on fait passer une volonté de développement durable du territoire dans ces documents-là. C'est important d'avoir un projet global qui est pensé collectivement et qui définit des normes réellement contraignantes pour pouvoir créer les politiques au niveau local ensuite. Les enjeux environnementaux, ils sont multiscalaires et systémiques et transversaux. Tant qu'on reste dans des silos, tant qu'on reste dans chacun dans son... on n'y arrivera pas. Donc la vraie question, c'est la question de la coopération. On a en face de nous des maires qui ont l'impression d'être dessaisis d'un certain nombre de prérogatives au profit d'une intercommunalité qui grossit. Une petite commune n'a pas suffisamment les moyens de s'en sortir seule. Les anciens ne comprennent pas, ils disaient mais avant on était très riches. Mais oui, mais avant on touchait des taxes qui sont parties à la Comcom, dont on n'en voit pas forcément le retour. Si demain l'écologie était la matrice des politiques communautaires, ça voudrait dire que l'intercommunalité tout entière serait dédiée à l'objectif de transformation. C'est l'institution du changement, quoi. Et c'est une œuvre ouverte pour une génération entière. L'Interco, c'est au départ la coopération. Donc il y a une culture de la coopération qui peut l'amener à mieux se saisir des questions environnementales. L'Interco, c'est une gouvernance qui est relativement faible. Aujourd'hui, ce n'est pas des consensus qu'il faut faire, c'est des compromis. Il y a des compromis au sens, il faut faire des vrais choix. On est vraiment à un moment où on peut vraiment changer la façon de faire. Nous avons passé quand même pas mal de temps au début, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, à mettre du lien. Aujourd'hui, on se parle tous, effectivement, à tout niveau, chez les citoyens, les communes, chez tout le monde. On essaye de travailler un petit peu avec des partenaires communaux. Nous, on se doit d'être exemplaires, c'est certain, mais on a aussi un rôle d'accompagner le changement. Et vraiment de travailler avec les communes, que les communes aient une confiance à l'exécutif et donc à Budget Sud. Le passage de la copropriété à la coopérative, il ne s'agit plus seulement de gérer en gros ce qui se passe à la marge des communes, entre les communes, mais de plus en plus pour l'ensemble des communes, c'est-à-dire ce qui est commun. Et quoi de plus commun que le milieu ? Qu'on arrête de faire chacun chez soi et chacun pour soi. Il faudrait arriver à sortir de ces logiques de concurrence de territoire et non pas faire sortir des projets parce qu'il y a un financement. C'est de repartir du besoin. On a su renoncer à un gros projet d'envergure qui était un centre aquatique, ce qui pouvait être un projet qui correspond un petit peu à des standards d'il y a quelques années ne peut plus être un projet d'actualité pour des raisons
de contexte de crise à la fois écologique mais aussi de crise énergétique. On ne se transforme pas si on ne se transforme pas soi-même. Et se transformer soi-même, c'est transformer des organisations techniques et politiques. Si on en est à se demander comment rendre les politiques climatiques acceptables, on ne va jamais y arriver. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on rend les politiques climatiques désirables? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit quelque chose que les gens veulent et désirent? Et pour ça, il faut évidemment transformer l'action climatique d'une contrainte en un projet. Et c'est là encore, je pense, l'échelon intercommunal qui va permettre d'assurer une forme de cohésion territoriale et donc de renforcer la résilience de l'ensemble du territoire face aux impacts du changement climatique. L'accompagnement, la concertation, la formation. Les industriels, les agriculteurs, les citoyens, les collectivités. Il faut le rendre acceptable. Toutes les stratégies environnementales sont focalisées sur l'évolution des modes de vie et les changements de comportement des ménages et des individus, en oubliant qu'ils sont aussi le produit de politiques publiques. Donc si on ne rétablit pas un contrat social, on ne rétablira pas le contrat politique qui permet d'organiser la bifurcation environnementale. Je pense que tout le monde veut mettre en avant la partie citoyenne. Et c'est important parce que c'est peut-être un moyen aussi de répondre aux questions qu'on se pose. C'est pas toujours facile entre les élus et les associations. Parce que les élus, peut-être, sont pas tous non plus forcément ouverts à ces sujets. On doit faire tout ce travail de pédagogie envers les gens, on doit être un petit peu le moteur. Simplifier, communiquer, avoir de la pédagogie, etc., etc. Et cette pédagogie prend énormément de temps. Malheureusement, le temps de l'entreprise, c'est pas le temps des collectivités. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre et il faut vraiment avoir cette volonté politique pour avancer. Question de mentalité qu'il faudrait changer. Et ça, c'est pas facile, ça se fait pas facilement. Mais c'est quand même en bonne voie. Cet effort de transition, il passera par les collaborations qu'on pourra faire les uns avec les autres. Les entreprises, des habitants, des associations, des collectifs. Chacun est sur une trajectoire. Il vient de quelque part, il a un contexte, il a des parties prenantes, des ressources, un héritage, et puis un compromis politique possible. Et chacun fabrique un agenda de transformation et est sur sa trajectoire. La notion de trajectoire, elle est essentielle puisque ça veut dire qu'on est en mouvement. Et la transformation, c'est un mouvement. Moi, je pense qu'il faut conforter l'existant et le mettre au standard actuel de l'écologie. On va aller de l'avant, ça c'est clair. Moi, je suis très confiant. Si nous voulons qu'un certain nombre de choses demeurent, et en particulier l'habitabilité de notre planète, alors il faut que tout change. Donc, ne clivons pas trop nos débats politiques et ne soyons pas trop vite convaincus qu'il y a ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris, ceux qui veulent tout changer et ceux qui ne veulent rien changer. Parce que il faut que tout change pour que tout demeure. La sobriété ou la modération, c'était une vertu absolument capitale dans l'Antiquité, une des plus hautes vertus. Les Grecs l'appelaient sophrosuné, ce qui signifie une pensée saine qui nous garde en vie, qui nous garde en santé. S'il n'y a pas ce retour sur le sens même de l'économie, sur le sens même du bonheur humain, de la satisfaction de ses désirs, je pense que les transformations écologiques en resteront finalement à des mots, des discours. Peut-être que la seule domination heureuse, c'est la domination que l'être humain peut avoir de lui-même. La domination de la nature, à mon sens, vire au malheur et doit être abandonnée comme telle.